Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonjour sinon l'heure à laquelle vous allez prendre cette émission. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là pour suivre notre émission, Point de rencontre. C'est cette émission qui suit les développements du Congo, accompagne les acteurs qui le font, ceux qui font que le développement intégral de ce pays participe à celui du continent. Le Congo a beaucoup de défis de par sa superficie, a beaucoup à donner, beaucoup de challenges, notamment en matière de forêt. Le 21 mars, journée mondiale de la forêt, journée internationale de la forêt, avec comme thème restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être. Tout un pari, tout un programme. Sommes-nous à même d'y tenir ces paris? C'est à cela que nous allons nous atteler au cours de cette émission. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir deux grands spécialistes. D'abord, M. José Ilanga Lofunda, directeur général des forêts. Et peut-être que vous ne le savez pas, il existe un directeur général des forêts. M. Ilanga, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir et merci de nous inviter à cette émission. Directeur général des forêts, c'est quand même grand, c'est quand même... Puisque le pays... C'est pas une entreprise. Hein. Non, c'est une institution de l'État congolais. Il est grand parce que le pays est grand et la forêt... Tout ce que nous voyons là, vous en êtes le directeur général. Pour le compte de la République. Merci, monsieur Inoussa Ntchouboukette. Vous êtes point focal forêt au WWF Fonds mondial pour la nature. Bienvenue à cette émission. Très heureux de vous recevoir. Merci. Parlez-nous un peu de votre fonction et un peu de WWF. Nous savons que c'est une structure qui lutte pour la préservation des forêts, de la nature de manière générale, mais ici, pour le cas d'espace des forêts. En quoi consiste votre travail, monsieur Inoussa? Merci. Je suis Inoussa Ntchouboukette, comme vous l'avez bien dit. Je suis le point focal en charge de la gestion du programme forêt au WWF. Donc, le WWF, c'est une organisation internationale, la plus grande organisation de conservation dans le monde, comme on le dit si bien, sans publicité. Et nous sommes, n'est-ce pas, là pour pouvoir accompagner les États, les particuliers, les communautés, à mieux gérer, n'est-ce pas, le massif forestier. Journée mondiale de forêt, pourquoi faire? Quelle est l'importance? Ça a été institué quand? Pourquoi? Une journée pour les forêts. Une journée pour les forêts, l'Assemblée générale des Nations Unies, en 2012, n'est-ce pas, a choisi cette date du 21 mars de chaque année pour pouvoir célébrer les forêts. Les forêts, quand même, c'est une source de vie. Ce sont des mamelles nourricières pour certains peuples. C'est même des supermarchés pour d'autres, comme on dit. Parce que la forêt regorge assez de nourriture, des frais, de l'eau. Bref, il y a tout dans la forêt. Voilà pourquoi il est tout à fait judicieux et normal de pouvoir célébrer la forêt, célébrer l'arbre. Célébrer ou pleurer? Parce que si nous voyons l'état de nos forêts, il n'y a pas de quoi célébrer. Je parle de forêts de manière générale dans le pays des bassins du Congo, de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi célébrer la forêt? Il y a de quoi célébrer. Le cas particulier de la RDC, si je m'en tiens, les forêts de la RDC, n'est-ce pas, sont les forêts les plus conservées, les mieux en RDC, et dans le bassin du Congo en général. La RDC, de par, n'est-ce pas, la construction de ces forêts, il y a des espèces endémiques qu'on ne trouve qu'ici. Par exemple, le bonobo, qui fait partie des grands singes. Et on une les espèce endémique à la RDC. Maintenant, ça fait l'objet, n'est-ce pas, de tabous, suivant les localités. Voilà. Et le bonobo n'est pas tombé du ciel. Donc ça veut dire que dans certains pays, ne serait-ce que dans le bassin du Congo, ce bonobo, ce grand singe existait, mais n'a pas été conservé. Et la RDC, de par, n'est-ce pas, les atouts que regorgent les forêts, ont pu conserver cette espèce animale. J'ai vu monsieur le directeur général acquiescer de la tête. Pouvez-vous nous donner
faire l'état des lieux de forêt en République démocratique du Congo. Bon, même si vous voulez intégrer aussi les pays voisins, mais parce qu'on vante tellement le bassin du Congo, on vante l'importance du Congo à ce qui concerne sa forêt, mais concrètement, nous représentons quoi? Ça représente quoi? Non, j'ai apprécié tout simplement parce que j'étais heureux que ça vienne d'un partenaire attitré qui parle des forêts de la RDC en présentant un tableau pas du tout sombre par rapport à ce que beaucoup présentent. Donc les forêts de la RDC, c'est 156 millions d'hectares de forêt. Donc c'est pratiquement plus de 60% des forêts du bassin plus de 60%. Plus de 60% des forêts du bassin du Congo. C'est pratiquement 50% des forêts tropicales d'Afrique et 10% des forêts tropicales au monde. Donc c'est vraiment un espace considérable. Et s'il faut retenir une chose, avant d'arriver à votre préoccupation majeure que de parler des états de forêt de la RDC, il faut comprendre que notre réglementation et notre législation a catégorisé les forêts de la RDC en trois. Il y a les forêts de production permanente, ce sont des forêts qui sont l'espace forestier qui est attribué ou destiné à l'exploitation de bois d'œuvre sous deux modes, aussi bien industriels qu'artisanales. Nous avons la deuxième catégorie, c'est les forêts protégées. Je commencerai par la deuxième catégorie, c'est les forêts conservées, qui sont conservées essentiellement à réseau d'aires protégées, pour lesquels WWF joue un rôle important en accompagnant les pays. Vous avez cité l'exemple des bonobos. Et enfin, vous avez la catégorie des forêts protégées. Ce sont les forêts privées de l'État, donc c'est un réservoir. Donc, de cette catégorie de forêts protégées, l'État peut tirer une partie, conserver ou le soumettre à la production. L'état des forêts de la RDC, je crois, notre ami nous a annoncé quelque chose. Et nous, l'État, nous revenons souvent pour dire que, contrairement à beaucoup d'autres forêts dans notre bassin du Congo ou ailleurs, la forêt de la RDC, je ne dirais pas qu'elle est intacte, mais elle est plus conservée que beaucoup d'autres forêts dans la sous-région. Pour plusieurs raisons. D'abord, lorsque nous prenons la catégorie des forêts de production permanente, donc le bois d'œuvre, tout ce que vous voulez, et les gens préfèrent parler beaucoup plus en termes de grumes, puisque ça c'est connu. C'est difficile d'organiser une exploitation intensive. Pourquoi? Pour la simple raison que les forêts de la RDC, contrairement aux autres forêts homogènes, les forêts de la RDC sont hétérogènes et bien éloignées de portes de sortie. Vous devez exploiter enclavé et peut-être protégé naturellement par des eaux. C'est ce que j'ai dit, naturellement protégées. Dans la nature, après ça. De deux, elles sont des forêts hétérogènes et l'exploitation forestière en RDC, elle est très sélective. Parce que pour qu'elle soit rentable, nous avons au jour d'aujourd'hui exagéré 1 million d'espèces forestières et dans ces 1 million, à peine une vingtaine qui sont exploitées parce qu'on doit tenir compte de l'éloignement, on doit tenir compte de la valeur marchande de l'essence sur le marché international. Donc, cette sélectivité fait que les forêts de la RDC ne sont pas coupées, on n'utilise pas la coupe rase. On va chercher quelques tiges de Wenge, quelques tiges d'Afromosia, quelques tiges de Sapeli qui ont une valeur. Et cela nous épargne. Cela fait en sorte que nos forêts ne sont pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne sont pas utilisées, on n'utilise pas les modes coupe rase. Monsieur le directeur, quand vous dites ça, c'est peut-être pour vous donner la bonne conscience, mais quand nous survolons la RDC, la forêt de la RDC, on voit quand même, il y a des scènes pas bien où on est vraiment en train de découper. Il y a la coupe artisanale aussi qui devient un problème parce que
ce qui devait servir peut-être de bois de chauffe devient de bois destiné à l'exploitation. Il y a l'exploitation clandestine, artisanale, mais compliquée, et sans compter tous ces exploitants qui obtiennent des permis ça et là pour couper les forêts et le bois. Ça ne peut pas, comment vous ne pouvez pas passer sous silence cet état de fait. Non, il est un fait qu'il y a parmi les facteurs de déforestation et de dégradation des terres forestières, il y a l'exploitation forestière, mais qui n'est bien qu'en troisième position. La principale cause de déforestation et dégradation des terres forestières, c'est l'agriculture itinérante sur brûlé. Je crois que si vous prenez l'avion, comme vous avez dit, vous voyez qu'il y a des espaces qui sont rasés. C'est essentiellement pour l'agriculture itinérante sur brûlé. Il s'ensuit la récolte du bois énergie. Nous avons les grands barrages Inga, mais les taux de desserte ne permettent pas à toutes les familles de faire comme il se doit et convenablement sa cuisson. Donc on va dans le bois de feu, au charbon le bois. C'est le deuxième facteur de déforestation et dégradation. Et l'exploitation forestière ne vient qu'en troisième position. C'est vrai. Ça, c'est une étude qui a été élaborée selon les normes et des standards internationaux dans le cadre du mécanisme RED, non réduction des émissions issues de la dégradation et de la déforestation, et avec une stratégie qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la RDC se trouve être parmi les pays pilotes. Nous comptons quand même le nombre des camions de grumes qui passent ici. On peut faire une petite enquête, ça passe par Kinshasa. On le voit et on peut comptabiliser. Si vous le dites, on vous croit comme spécialiste, mais sinon on reste dubitatif sur cette question d'exploitation, parce qu'on a toutes les entreprises étrangères installées ici normalement ou anormalement qui exploitent du bois, et je ne sais pas si tout cela est enregistré, tout cela est documenté, c'est ça le problème. Je vais juste vous rappeler quelque chose pour vraiment pour vous mettre dans le bain, parce que j'aurais bien voulu qu'on tienne l'émission pendant 2 jours, mais à cela ne tient. Malheureusement, on peut faire des séries d'émissions. On va aller dans l'essentiel. En 1980, nous avons organisé, le pays a organisé un symposium sur 80. Oh là là, un symposium, Mambo n'était pas là. Voilà, un symposium pour comment capitaliser, comment valoriser comme il se doit les ressources forestières de la RDC. Et au cours de ces symposiums, il avait été décidé qu'en l'an 2000, je dis bien en l'an 2000, donc on est en 80, en l'an 2000, le pays devrait être à même d'exploiter 6 millions de mètres cubes de bois d'œuvre. 6 millions. Parce qu'on voulait absolument que la ressource forestière, surtout le bois, contribue comme il se doit. À l'époque, il y avait quand même des projections qui se faisaient ici. Oui, bien sûr. Laissez-moi arriver, vous allez comprendre. Et dans les 6 millions de mètres cubes exploités, 5 millions devraient être destinés, suivez-moi bien, 5 millions destinés à l'exportation et 1 million pour le marché local. Oui. C'est pour permettre à ces temps-là, en 1980, que l'exploitation des bois d'œuvre puisse contribuer à la hauteur de 20% du PIB. PIB, oui. Et nous sommes en 2020, 2021, c'est ça, comme on a l'habitude de le dire. On n'a jamais dépassé 500 000 mètres cubes de bois. Peut-être c'est ce qui fait que les routes, on n'a pas beaucoup d'évacuation. Par rapport au pourcentage, on est à combien à peu près? Mais nulle part. On a atteint combien de pourcents de ces 6%? On n'arrive même pas à 1%. Non, on peut encore. Non, il ne faut pas encourager. Je crois, mon ami nous l'a bien dit, nous sommes un de ces pays qui fait que sa ressource au jour d'aujourd'hui est encore relativement intacte parce que nous avons une réglementation très stricte. Avant de passer la parole à M. Inoussa, cette conservation n'est pas seulement le fait de la volonté de l'autorité ni des politiques mises en place pour se faire, mais c'est la nature elle-même qui impose un certain rythme, un certain tempo, qui empêche cette déforestation sauvage qui pouvait être les lots de forêt du Congo. Non, je ne pense pas que ce soit la nature. La nature, oui, nous accompagne. La nature nous accompagne, d'une certaine façon. Non, la réglementation est tout aussi stricte. La réglementation est tout aussi stricte. Ne devient pas exploitant forestier industriel dans ces pays qui le veut. Vous avez suivi
En 2005, les pays, il y avait au moins 400 titres industriels. 400 titres. Celui qui voulait prendre un contrat, il le prenait. Et puis on s'est dit, le code forestier. Et puis on s'est dit, financé par la Banque mondiale. Voilà. En 2005, il a fallu que la Banque mondiale soit là. En 2005, sur décision, sur décret du président de la République, le pays a organisé un processus de conversion de tous les anciens textes, de tous les anciens titres forestiers, garantie d'approvisionnement, lettres d'intention, en contrat de concession forestière. Après l'enregistrement, sur les 400, il y a 156 titres qui avaient été retenus pour le processus, et à l'issue, il n'y avait que 81 titres. Donc il y avait un travail de sélection, d'assainissement, et c'était sur demande du gouvernement congolais. Une petite parenthèse, parce que les gens croient que les moratoires sur l'octroi de nouvelles concessions forestières et le processus de conversion, c'était l'adhésion à une convention internationale. Non, l'État congolais voulait assainir son secteur d'exploitation, j'insiste, industrielle. Donc c'est la volonté de l'État congolais pour éviter effectivement qu'il y ait cette exploitation abusive, qu'il y ait cette exportation illicite. L'État congolais, de par sa volonté, à travers sa loi portant code forestier, ces textes d'application, a mis de l'ordre, ce qui fait que notre bois n'est pas exploité de façon désordonnée, contrairement à ce que vous... Voilà, monsieur Ilanga, merci de ces éclairages. C'était quand même important qu'on aille à fond de la question pour que les esprits puissent être fixés. Et monsieur Inoussa, pouvez-vous nous dire aujourd'hui le rôle de la forêt dans l'équilibre de l'écosystème aujourd'hui? C'est vrai qu'on parle de conservation des forêts, conservation de la nature de manière générale, mais de la forêt en particulier. Pourquoi cet acharnement, permettez-moi l'expression, à vouloir coûte que coûte conserver des arbres qui sont mis à la disposition des populations? Effectivement, nous conservons pour qui tous les efforts que fait, n'est-ce pas, par le gouvernement, concourent à préserver ces forêts pour le bien-être des communautés, bien-être de la population. Donc nous conservons pour nous-mêmes, en fait. C'est pour ça qu'il est judicieux, n'est-ce pas, de mieux l'utiliser afin que nous puissions perpétrer la ressource et sauvegarder aussi pour les générations futures. Oui, mais si vous pouvez aller peut-être dans le fond, montrer quel est le rapport entre le bien-être, c'est-à-dire on est là dans le secteur de l'environnement, bien entendu, l'équilibre de l'écosystème, le forêt. Si vous pouvez éclairer certains esprits non introduits dans ce genre de matière, apporte quoi dans notre vie, la forêt telle que la forêt du Congo, du bassin du Congo, ne soyez pas chauvin, la forêt du bassin du Congo apporte quoi dans la vie de l'humanité, dans la vie du continent, dans la vie de nos pays, de nos nations? Voilà, je vous ai dit tantôt que les forêts, en général, n'est-ce pas, constituent une main nourricière pour nos communautés. Dans la forêt, nos communautés trouvent de quoi manger. Il y a des essences qu'on appelle vulgairement les produits forestiers non ligneux, dont certains peuples, n'est-ce pas, s'y nourrissent. À partir de ça, elles peuvent compléter leur alimentation. La forêt également regorge pas mal de plantes qui sont très souvent utilisées dans l'industrie pharmaceutique et même dans la pharmacopée traditionnelle au niveau des communautés locales. La forêt regorge aussi des animaux qui sont, n'est-ce pas, prélevés et qui sont utiles dans le bien-être des communautés. Les protéines animales, par exemple, c'est un bon constituant pour rendre les enfants vigoureux. Vous voyez un peu les enfants qui sont nés au village là et qui puisent, que ce soit les aliments, les plantes médicinales, un peu du gibier dans la forêt, ce sont des enfants bien donnus. Ce n'est pas dire que nos enfants ne sont pas du tout, mais c'est des enfants forts. Regardez le gabarit de quelqu'un qui vit au village. C'est un monsieur qui n'a pas froid comme vous et moi, il ne s'acclimate pas, il ne s'accoutume pas, n'est-ce pas, aux vestes. Mais c'est quelqu'un qui, le matin, va prendre un bain à la rivière, parce qu'effectivement, c'est là, la rivière de la forêt, où il trouve un peu plus d'énergie. Il s'énergise lorsqu'il a pris un bon bain à partir de l'eau qui coule
Et une eau très potable même d'ailleurs. En avez-vous déjà vu? Vous voyez de l'eau en forêt quand ça ruisselle. Ça dépasse, n'est-ce pas, toutes nos eaux minérales que nous avons ici en ville. Ça, c'est les bienfaits de la forêt. Oui. Vous voyez, nous sommes dans un contexte du Covid. La forêt peut donner des opportunités de trouver certains plans pour renforcer le système immunitaire. Ça, on en trouve pour ceux-là qui, n'est-ce pas, sont initiés. Donc, bref, c'est un peu ça. La forêt régule le climat, comme on dit un peu. Ça essaie, n'est-ce pas, de jouer un équilibre entre toutes les déviations, le réchauffement, un peu de tout. Voilà un peu ce que la forêt joue comme rôle. Parce que vous êtes essentiellement, vous comme partenaire, je dis de la République, et nous en avons l'État congolais représenté par le directeur général des forêts. Quels sont les potentiels ou de menaces exactes qu'encourent nos forêts aujourd'hui? De quoi on doit faire attention, pour que demain on n'atteigne pas les proportions de l'Amazonie en ce qui concerne la déforestation et qu'on mette à mal et les continents et nos nations. Effectivement, le directeur Ilanga vous a parlé des principaux moteurs de déforestation, dont en tête l'agriculture itinérante sur brûlis. C'est les populations par leur système culturel qui essaient, n'est-ce pas, de défricher des portions de forêt chaque année pour faire de l'agriculture. Nous avons également le bois énergie. Vous savez combien de tonnes, de volume de charbon de bois qui descendent sur le marché de Kinshasa et certaines grandes métropoles. Vous voyez, voilà les deux principaux, n'est-ce pas, agents ou moteurs de déforestation qui ne permettent pas à ce que certaines de nos forêts, certains massifs, n'est-ce pas, soient intacts. Voilà donc ce sur quoi le gouvernement devrait lutter, en proposant certains moyens pour pouvoir contourner ce genre, n'est-ce pas, de fléau entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi. Je salue le ministère de l'Environnement qui a mis en place et qui appuie un projet de gaz liquéfié de la ville de Kinshasa. Ça permet un peu de réduire la pression sur les forêts. Ça, c'est un pan très important. Nous avons dans certaines zones du pays des projets pilotes qui sont, n'est-ce pas, en voie de mise en œuvre, qui concourent également à stabiliser, à réguler, à influencer les modes, n'est-ce pas, de prélèvement, d'utilisation abusive des forêts, en gardant les communautés sur des parcelles bien précises et en leur inculquant de meilleures pratiques, afin de ne pas défricher beaucoup plus de forêts. Voilà des efforts qui sont faits au niveau du gouvernement, soutenus par certains partenaires techniques et financiers, pour maintenir le couvert forestier de la RDC, afin qu'on n'arrive pas à des situations telles qu'en Amazonie. Déforestation pour besoin d'agriculture, l'agriculture sur l'île, vous l'avez dit, il y a l'une des causes majeures de déforestation, mais les populations locales ont le droit à la vie. Ils dépendent de cette forêt-là, ils tirent l'essentiel, M. Inoussa venait de le dire, de leur existence, de ce que donne la forêt. Alors, comment on peut faire, des bionofères pour que ces populations vivent, mais sans exercer une grande pression sur nos forêts? Non, mais j'ai annoncé ça tout à l'heure, M. Inoussa vient de revenir. Les populations doivent vivre. Bien entendu. Et essentiellement, la pratique agricole, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis. Là où l'État, avec ses partenaires comme WWF, doivent intervenir, c'est l'aider la même population qui vit essentiellement de l'agriculture à moderniser ces modes de pratiques agricoles. Et nous appelons ça, en termes techniques, sédentariser l'agriculture itinérante sur brûlis. Pour éviter que la population se déplace saisonnièrement l'espace à l'espace en détruisant des grandes portions de forêt. On dit, pourquoi ne pas pratiquer, par exemple, l'agroforesterie? On garde les mêmes cultures vivrières, mais on y ajoute des essences, des légumineuses qui peuvent enrichir les sols et maintenir longtemps la production sur un même espace, 2 à 3 ans
plutôt que se déplacer chaque année. Donc nous jouons le rôle non seulement des conseillers avec WWF et les autres partenaires, mais l'État se doit aussi d'avoir les moyens de fournir des intrants agricoles productifs à ces populations et à les encadrer techniquement. Donc ça, c'est vraiment juste un cas. C'est pour dire que nous ne demandons pas et nous ne demanderons jamais à la population ou à la communauté riveraine, à la forêt, de cesser de pratiquer l'agriculture. Par exemple, les partenaires font pression, demandent à l'État, il faut faire attention, mais ça retombe sur la vie de la population locale. Non, non. Le problème, c'était, on a parlé dégradation, déforestation. On a parlé dégradation des terres forestières comme facteur. Et ces deux choses vont avec un certain nombre de facteurs qui sont effectivement à la base. Maintenant qu'on a identifié ça, on ne va pas déloger la population. On va dire, vous allez rester, pratiquer votre agriculture, mais désormais, attention, quel type d'association pour maintenir la production et ne pas se déplacer de trop. Quel type d'association pour ne pas avoir une agriculture rentable, mais qui détruit moins les forêts. Vous avez entendu parler tout à l'heure, et on va certainement approfondir, parce que vous avez annoncé ça à l'entrée de cette émission, vous avez annoncé les thèmes de la journée internationale des forêts. Alors maintenant que le besoin est de plus en plus pressant en matière de combustibles lignés, charbon de bois ou bois de feu, comment y intervenir pour qu'il n'y ait pas cette pression-là soutenue sur les formations forestières? Il a parlé de la vulgarisation et diffusion des gaz, méthane par exemple, pour essayer de réduire au maximum, ou à défaut, la restauration, qui doit suivre l'exploitation. Donc, l'État essaie de dicter au maximum des technologies qui vont essayer de réduire, et alors au maximum aussi la pression de la population sur les formations forestières. Vous savez, je vais juste placer ça pour que vous voyez qu'il y a des ambitions, et l'État a des ambitions. Lorsque on a élaboré cette stratégie-là pour essayer au maximum de réduire la pression sur la forêt, de réduire au maximum la déforestation, l'État congolais s'est donné un objectif, que d'ici l'an 2030, la couverture forestière de la RDC doit atteindre les 60% du territoire national. Donc, nous ne sommes pas encore là. Au jour d'aujourd'hui, ça sous-entend une restauration. Ben voilà. Et la réponse à ma question, si je comprends bien, et qui a fait appel à des solutions, je dirais, transversales, multiples, mais est-ce que la volonté politique est là pour sédentariser l'agriculture, pour donner les moyens d'adaptation à ceux qui font une pression sur la forêt? Est-ce que la volonté politique est là de la part de l'État congolais? Non, je peux vous répondre sans hésiter, oui. Sinon, l'État congolais, bon, prenons seulement les cas qui soient, il ne faut pas parler passer de théorie en théorie. Nous avons la stratégie RED et nous avons élaboré le programme d'investissement RED, c'est-à-dire pour lutter effectivement contre ces facteurs de déforestation. L'agriculture, l'itinérance brûlée, les combustibles lignés, comment approvisionner au maximum, parce qu'il n'y a pas que nos populations au niveau rural. Kinshasa, c'est essentiellement les charbons et ou bois de feu à Kinshasa. Alors comment remplacer cette source-là d'énergie? Et comment faire respecter aux exploitants forestiers les normes d'exploitation forestière? Donc, vous avez quels moyens pour vous faire respecter? Les moyens, non, j'y vais. Nous avons produit un programme d'investissement RED pour lutter contre ces fléaux. Nous venions d'obtenir un appui, parce qu'il ne faut pas être quand même se dire qu'on se suffit. Un premier appui. Le plan lui-même, il a un coût de 1,4 milliard de $. Nous avons reçu 200 millions de dollars de la Norvège à travers l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Nous passons à la deuxième phase.
nous pourrons avoir encore pour 10 années à venir 1 milliard de dollars. Donc, les moyens sont là, mais il n'y a pas que les moyens, il faut l'implication. Il faut l'implication, pas seulement de l'homme politique, mais il faut aussi l'implication de la base. Donc il faut qu'il y ait une espèce d'information, de sensibilisation et d'accompagnement. La base doit accompagner l'État et vice-versa. Le maillot qui manque dans votre raisonnement, c'est la communication, parce que vous pensez à tout, sauf à la communication. Ça reste au niveau des conférences virtuelles, de sommets, ça et là, mais en réalité, la population qui devait être bénéficiaire de tous ces efforts-là est souvent mis de côté, et nous, de la presse, on revendique les droits à communiquer. Peut-être peut-être qu'on ne communique pas trop. On n'a peut-être pas les moyens que les ONG qui travaillent avec... Suivez mon regard, les ONG. Bon, on n'a peut-être pas les moyens, mais on communique. Et la communication passe assez facilement parce que nous avons suffisamment de canaux pour communiquer et faire passer l'information. Je cite, il y a tellement d'exemples à citer. Dans le secteur forestier, l'État, à travers les codes forestiers, a institué des plateformes de concertation permanentes. Au niveau national, nous avons... Au niveau, oui, je crois mon ami, nous ça vient de vous en parler tout à l'heure là, qu'effectivement, le Conseil consultatif national des forêts est enfin opérationnel au niveau national, donc au niveau de Kinshasa. Au niveau de chaque province, il y a les conseils consultatifs provinciaux des forêts, et à la base, il y a les conseils consultatifs territoriaux. C'est dire que l'information circule, et il doit circuler puisque on ne peut pas solliciter et obtenir facilement un espace forestier sans qu'il y ait un avis favorable au niveau de toutes ces plateformes. Voilà, je pose la question au monsieur le point focal des forêts au BBF, monsieur Inissa. On a entendu le directeur général pour amener l'information, pour travailler à la conservation. Il y a un autre vecteur le plus important qui est la communication, qui n'est pas souvent mise en exergue parce qu'il n'y a pas de moyens. Je ne dis pas que vous en avez, mais on vous charge aussi, hein, c'est sous-entendu, on vous charge aussi de faire trop souvent pression sur les États pour qu'ils ne touchent pas leur forêt, alors que les États ont aussi besoin de l'argent qui pourrait sortir des forêts-là, en exploitant les grumes et tout le reste, et pour élargir l'assiette fiscale, l'assiette budgétaire, pour faire face aux différents besoins. Donc vous êtes là pour vous dire, ne coupez pas, mais entre-temps, il n'y a rien pour faire les centres de santé, pour faire les écoles, pour faire les routes. Ça ne va pas. Non, effectivement, nous ne sommes pas là pour dire à l'État, ne coupez pas. D'une certaine façon, oui. Non, jusque-là. Nous sommes là pour travailler avec les gouvernements, les communautés locales, le secteur privé et d'autres partenaires locaux, nationaux ou bien internationaux, afin de pouvoir trouver le juste milieu, un équilibre pour faire du business. Nous savons que l'État a besoin de certaines sources de financement. Par exemple, dans le secteur forestier, si l'État ne met pas son produit, la forêt, n'est-ce pas, en adjudication, sous concurrence, l'État ne peut pas bénéficier de certaines faveurs qui proviendraient de là. Je donne un exemple. L'État est assez conscient qu'un partenaire économique à qui on attribue une portion de forêt peut créer de l'emploi au niveau local où il est, peut payer des taxes. Et effectivement, là, il y a tout un arsenal juridique, un cadre légal bien précis, avec des normes qui régulent la profession. C'est un peu ce que le directeur général disait tout à l'heure. Donc l'exploitant forestier, qui se veut, n'est-ce pas, une entreprise citoyenne, a l'obligation de payer ses taxes, a l'obligation également d'observer la réglementation. Donc les essences que vous voyez, les grumes que vous voyez passer là, ont des diamètres autorisés de coupe. Ça, c'est connu avec des études qui ont... Ça, c'est légalement, mais ça, c'est légalement. Vous avez vu aussi qu'il y a une exploitation, je dirais presque pirate, qui est aussi légale, entre guillemets,
qui se fait en parallèle et ce qui est autorisé. Ça, Mais pas des entreprises qui sont, n'est-ce pas, sous leur contrôle. Effectivement, il y a des cas. On ne peut pas se dire qu'à 100%, on peut contrôler le secteur. Mais le gros, dans l'industrie, le secteur industriel, est fait sous la base de certains normes. Parce que le ministère de l'Environnement a des inspecteurs au niveau central et au niveau décentralisé qui suit quand même le business qui se fait dans la localité. Monsieur Moussa, je prends le pays du bassin du Congo, de l'Afrique centrale, les Cameroun, les Gabon, le Congo-Brazza, la RDC. Si on voit leur budget, pour les autres pays, l'exploitation forestière a un certain pourcentage. C'est-à-dire que le pays, autant que le pétrole, autant que le mining et tout le reste, apporte de ressources au budget, mais à certains comme la RDC, on leur dit non, parce que si on voit déjà la participation des forêts, c'est presque rien, alors que nous en avons plus que ces autres-là. C'est pas une forme de discrimination qu'on impose, une forme de discrimination économique qu'on imposerait à la RDC avec un petit budget et sans moyen de faire face aux besoins, y compris les besoins de conservation de la nature. Ça, c'est un peu trop, comment je peux dire, ça c'est, bon, de façon historique. Vous voyez, il y a 60 ans, un peu plus, la RDC, avec toutes les ressources, que ce soit minières ou forestières, avait préféré mettre sous cloche, n'est-ce pas, les forêts. Pour plus tard. Et c'est maintenant le plus tard là. Et maintenant, c'est là, malheureusement, on constate que le plus tard finit toujours par rattraper. Ailleurs, avec des faibles superficies, par exemple au Cameroun, c'est une faible superficie forestière, à trouver mieux, maximiser un peu tous les secteurs pour pouvoir concourir un peu à élever son budget national. En RDC, malheureusement, les forêts, malheureusement ou bien heureusement, selon les cas, selon le cas où on se trouve, parce qu'actuellement, toute l'attention est portée sur la RDC. La RDC, grâce à les autres peuvent exploiter sauf la RDC. Les autres peuvent couper sauf la RDC. Pas ça. Ça, ce n'est pas le message qui passe. On demande de bien faire, de bien utiliser les forêts. Voilà. Parce que la RDC, c'est le poumon dans le bassin du Congo. C'est plus important en termes, n'est-ce pas, d'oxygène, de régulation, un peu de vie en général. Donc, ouais, c'est un charme, c'est pas souci de perdre un peu les forêts de la RDC, que certains partenaires pensent effectivement de façon jalouse qu'il faut préserver un peu ce massif. Voilà. Vous voyez, c'est pas pour interdire aux gens, non, il ne faut pas couper, pas du tout. Mais, monsieur le directeur, juste sur la même lancée, vous ne pensez pas qu'en préservant, c'est-à-dire il y a deux façons, on coupe les forêts, on a de l'argent, mais en préservant la RDC, étant donné que le forêt là bénéficie à un plus grand nombre, bénéficie à l'humanité, il devait être bénéficiaire des dividendes relatifs à cette protection-là. Et là, moi, je note un leadership défaillant de la RDC pour faire un plaidoyer dans ce sens-là. Bon, je ne pense pas tellement à un leadership défaillant. La préoccupation est portée au jour d'aujourd'hui au plus haut niveau de l'État. Je crois que vous avez suivi comme moi par plusieurs fois. La première institution qui est le président de la République est revenu là-dessus plusieurs fois en disant nous acceptons que les écosystèmes forestiers de la RDC contribuent à la lutte contre les changements climatiques, mais contre compensation financière conséquente. Et quand on va dans des forums internationaux, nous ne sommes pas là. Non, nous sommes là puisque cette citation ne date pas de longtemps et le président l'a prononcé à New York il y a des années. Et à chaque occasion, et comme je disais aux collègues tout à l'heure, à chaque occasion, la première institution revient toujours sur la valorisation des ressources forestières. Je crois qu'il nous a là clairement, pas clairement, mais il a bien résumé que les forêts de la RDC, comme toutes les autres forêts, doivent servir à l'économie du pays. Voilà. Il faut payer des taxes. Et pour augmenter l'enveloppe des taxes forestières, il faut qu'il y ait suffisamment aussi des exploitants forestiers qui exploitent à travers le territoire national. Et partant,
les moratoires ne doivent pas perdurer des années et des années. Donc nous avons besoin de nouveaux capitaux pour que ces secteurs d'activité puissent contribuer efficacement à l'économie du pays. Justement, et il faut aussi que les forêts de la RDC... à la réalisation du bien-être du peuple. Il faut aussi que les ressources forestières de la RDC, et ça c'est consacré dans le code forestier, puissent profiter aux communautés riveraines, aux concessions forestières et aux forêts. Et si vous prenez un contrat de concession forestière, l'obligation est faite à l'exploitant forestier avant de commencer l'exploitation, de négocier et signer une ou des clauses sociales avec les communautés locales. Et les clauses sociales, c'est essentiellement les infrastructures socio-économiques et sociales et culturelles. Donc c'est dire que si elles doivent contribuer à lutter contre les effets néfastes du changement climatique, il n'y a même pas à discuter là-dessus, parce que déjà les codes forestiers a bien distingué les trois catégories des forêts de la RDC. Il y a les forêts de production permanente, c'est pour l'exploitation forestière, aussi bien industrielle qu'artisanale, qui nous pose beaucoup de problèmes, puisque vous vous plaignez de l'exploitation sans respect des normes d'exploitation, c'est surtout l'exploitation artisanale. Nous avons une catégorie de forêts conservées. Et au jour d'aujourd'hui, les pourcentages de forêts conservées, donc on n'y touche pas à travers les réseaux d'air protégés, c'est 13%. Et le pays s'est engagé à réserver 17% de son territoire national. On n'y touche pas. Donc il y a déjà cette contribution. Il y a même qu'un mécanisme pour vérifier. Non, quand je vous dis 13%, commencez par prendre les réseaux d'air protégés, les parcs nationaux, les domaines de chasse, les réserves de faune, les superficies sont bien connues. Donc, malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer dans le plan. Je veux bien qu'on parle aussi de nos parcs, protégés. Oui, c'est pour dire que ce n'est pas de la théorie. Je n'ai pas dit 15%, j'ai dit au jour d'aujourd'hui, la superficie du réseau d'air protégé à travers le pays est de 13% et nous avons l'ambition d'arriver à jusqu'à 17%. 17%. Alors, en protégeant jusqu'à 17%, c'est comme pour dire... Je vais loin, je rêve jusqu'à 20%. Qu'est-ce que la RDC de 20 parce que c'était un engagement ferme à travers la loi relative à la conservation de la nature et la déclaration de Nagoya à laquelle la RDC a adhéré. Donc on ne peut pas J'en rajoute pour le besoin de la cause. J'en rajoute un peu. Mais qu'est-ce que la RDC, qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer si on conserve? Parce qu'on revient toujours à la même problématique. Oui, on prend l'option de conserver, de prendre les 17% de nos forês, et voilà, et pour le bien de l'humanité. Qu'est-ce qu'on est en droit d'espérer? Concrètement, ne restons pas dans le... Non, j'ai horreur de parler, d'insister sur la théorie. Moi, je vais suivre des faits qui sont vérifiables et palpables. Non, quand on dit conservation, et je vous ai dit, cela sous-entend dans notre pays les réseaux d'air protégés. Et quand j'ai parlé des réseaux d'air protégés, j'ai cité les parcs nationaux. Tout à fait. Quand vous conservez, vous développez un tourisme. Mais le tourisme, dans les autres pays, c'est l'économie même du pays. Parlons du Congo. Non, je parle du Congo, à l'exception de là où il y a l'insécurité, par exemple à l'est du pays. Mais on peut développer le tourisme dans nos parcs nationaux. Et ça, c'est... Oui, on a connu ça à Virunga, on connaît ça aujourd'hui à Kaouzi-Biega, à Ramba, du tourisme et à Salonga. C'est des ressources énormes parce que c'est généralement c'est un potentiel. C'est généralement des retombées financières et en devise forte. Oui, il y a d'autres possibilités. Mais il n'y a pas que le tourisme, il y a l'écotourisme et aussi il y a la conservation. On dit c'est au parc national de la Salonga que l'on trouve la portion forestière la plus élevée dans tous les parcs à travers le monde. Mais quand on dit forestière, ça sous-entend, entre autres choses, la séquestration des dioxydes de carbone, donc la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Donc ne nous demandez pas, en plus de ce que nous avons déjà conservé et nous avons l'ambition de conserver, prendre maintenant une portion des forêts de production permanente, en conserver pour faire, être cette plaque tournante. Mais c'est tout ça. Si le pays du bassin du Congo, de manière générale, réclamait une taxe à l'humanité, à la communauté internationale, bon, ce mot-là il passe partout maintenant,
en contrepartie du fait de conserver les forêts. Quelle réagirait des associations comme des ONG comme la vôtre? Est-ce que ça serait une idée raisonnable ou ça serait trop? Oui, d'emblée, en fermant les yeux, je vous dirais que ce ne serait pas trop demandé. Parce qu'il y a des efforts qui sont reconnus par des partenaires et au niveau mondial qui montrent à suffisance que les forêts du bassin du Congo sont des forêts très utiles pour l'humanité. Et des méthodes d'accompagnement, des péréquations, n'est-ce pas, peuvent être trouvées pour pouvoir désintéresser certains pays. Ceux qui sont les meilleurs élèves et qui font beaucoup dans la conservation de leurs forêts peuvent prétendre à certains bénéfices. Ça, c'est clair. Et pour y arriver, il y a un ensemble de paramètres, d'étapes à suivre pour pouvoir mieux démontrer et trouver gain de cause plus tard. Donc ça, c'est possible. Quitte aux États partenaires de développer, de montrer effectivement les efforts, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de faire ensemble avec les populations, les partenaires, à mieux conserver la forêt. Monsieur le DG, n'est-ce pas là une opportunité pour la RDC de faire prévaloir ses droits? Nous n'attendons pas cette opportunité, nous sommes déjà dans cette opportunité. Dans quoi vous êtes exactement? Nous sommes déjà dans cette opportunité. On peut parler avec qui? Non, mais vous savez, il y a des thématiques qui doivent en principe rapporter à travers l'économie forestière. C'est la valorisation des services environnementaux rendus par les forêts, par la séquestration par exemple des dioxyde de carbone, qui est un gaz que vous connaissez bien, qui pose des problèmes, les réchauffements et tout le reste. Et il y a des projets qui sont lancés. Nous avons la coordination nationale RED qui est dans la conduite des projets de PIRED, et notamment PIRED, vous avez entendu parler de PIRED Mindong, pour lesquels les pays devaient déjà commencer à signer les premiers contrats avec la Banque mondiale. Donc nous sommes dans ces créneaux-là de services environnementaux rendus par les forêts ou les écosystèmes forestiers et qui doivent rapporter. Maintenant, ça c'est à une échelle peut-être pas encore importante, parce que nous savons que c'est une source importante d'argent. Et avec la Banque mondiale et les autres, la communauté internationale, l'accompagnement des ONG qui savent qu'effectivement la ressource ou les ressources forestières doivent bénéficier d'abord à l'État et ensuite à la communauté internationale, au monde entier. Je crois que nous avons la conscience que les choses changent de plus en plus et une taxe comme celle que vous évoquez ne viendra que renforcer ce que nous avons déjà commencé. Nous tendons vers la fin de cet entretien, que j'aurais bien voulu un peu plus long, mais le gouvernement sort dans quelques jours, je touche du bois. Si jamais le gouvernement était en place sur le plan de l'environnement, quelles seraient les priorités auxquelles le gouvernement devait s'y atteler en rapport avec notre secteur, en rapport avec notre... Non, les priorités sont connues. Les priorités, je crois, la première institution nous rappelle très régulièrement ces derniers temps. Et le président, son excellence, monsieur le président de la République, a instruit le gouvernement d'organiser les états généraux des forêts. Ça, c'est une des priorités. On doit savoir quelque part où en sommes-nous. Lorsque nous disons forêt de production permanente, c'est combien de superficies et quelles sont les essences qui resteraient encore exploitables dans ces pays. L'autre priorité, c'est doter ces pays d'une politique forestière sectorielle, donc politique forestière nationale. On ne peut pas prétendre gérer durablement et rationnellement les ressources forestières de la RDC si on n'a pas ces boussoles-là. Nous n'avons pas la politique forestière et nous allons l'avoir. C'est pour vous rassurer, le processus est déjà en cours et il faut attendre quelques mois. Et enfin, on va parler des priorités à priorité. La troisième, c'est il faut réviser les codes forestiers. Ce n'est pas qu'il est devenu obsolète, mais il faut qu'il intègre de nouvelles thématiques comme il faut qu'il se tropicalise. Qui se tropicalise, tenant compte d'un certain nombre de choses, révisitant par exemple tout ce qui est parafiscalité et fiscalité. Donc voilà les trois priorités. Il y en a beaucoup, hein, ne vous en faites pas. L'aménagement des concessions forestières, une priorité. Ne me posez pas à dire la levée des moratoires constituerait aussi une priorité. Merci. Voilà, M. Inoussa Djumboket, nous sommes arrivés à la fin de la mission.
la Journée internationale des forêts, un mot à l'endroit de ceux qui vont nous suivre et peut-être un mot d'espoir pour ceux qui sont en train de penser que vous êtes là pour mettre beaucoup de pression, qu'on laisse les forêts au détriment des êtres humains qui en sont également bénéficiaires. Et comme vous le dites, à l'occasion de cette journée internationale des forêts, mon message irait tout d'abord à l'endroit des communautés locales. Pour leur dire de préserver, de conserver, bref, d'emboîter le pas dans les élans, dans les initiatives que propose le gouvernement. Le gouvernement de la République a su bien gérer les politiques au niveau central et de façon décentralisée. Le gouvernement est en train d'encourager les communautés à s'acquérir de mieux en mieux et de plus en plus les forêts des communautés locales. Ça, c'est une thématique sur laquelle nous n'avons pas discuté et que j'avance au niveau des communautés pour le dire. Ça, c'est une occasion pour mieux contribuer à la lutte contre la pauvreté au niveau rural. Mon deuxième message s'adresserait, n'est-ce pas, au grand public, pour dire qu'au niveau urbain, que chacun puisse trouver des endroits autour de lui afin de pouvoir planter un arbre. Un arbre, ça donne beaucoup. Mon troisième message donc irait au niveau des politiques, du moins au niveau du gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement. Le partenaire est là. Le partenaire qui est là, en disant, nous sommes de tout cœur. Nous, WWF, nous entendons, n'est-ce pas, travailler, continuer à travailler auprès de vous, en tant que partenaire privilégié, afin que nous puissions, n'est-ce pas, regarder dans la même direction en matière de conservation des forêts dans la République de la RDC. Monsieur le directeur général, juste en une minute, si vous devriez dire un mot en rapport avec cette journée. Cette journée, elle est importante. Et clôturer l'émission, bien entendu. Elle est très importante puisqu'elle nous rappelle un des engagements auxquels le pays a souscrit. On l'a appelé les challenges des Bonn. C'était en 2011. Et là, les États du monde s'étaient réunis pour dire, en l'an 2030, il faut restaurer, puisqu'il s'agit de la restauration au jour d'aujourd'hui, il faut restaurer en au moins 350 millions d'hectares de forêts, de paysages forestiers dégradés. Les pays africains se sont engagés à cette occasion de restaurer 150 millions et la RDC 8 millions d'hectares de forêt, des paysages forestiers dégradés d'ici l'an 2030. Et donc c'est comme qui dirait une sensibilisation de trop, de plus, pour qu'effectivement nous arrivons pas seulement à faire la pression pour le bois, énergie, à faire la pression pour l'agriculture, mais aussi et surtout à restaurer les paysages forestiers dégradés avec une parfaite implication de toutes les parties qui sont concernés par la matière et les secteurs. Merci à vous, M. José Ilanga Lufunga, directeur général des forêts au ministère de l'Environnement. Merci, ça a été un honneur pour vous de vous recevoir dans nos studios. Également, M. Inoussa Djumboket, point focal forêt au WWF, Fonds mondial pour la nature. J'espère que vous reviendrez parce que, et vous l'avez compris, que sensibiliser, communiquer fait partie aussi de la préservation. C'est l'émission à tourner autour de la Journée internationale de la forêt. Une nécessité vitale pour toute l'humanité et aussi une nécessité pour notre développement commun. Donc portez-vous bien, à la prochaine. Ciao. Merci.